ainsi que l'a titré le quotidien Le Révélateur du jour dans sa parution du jour. Résultat des législatives 2023, les regards tournés vers la Sénat et la Cour constitutionnelle. Évidemment, vers la Sénat dans un premier temps, aujourd'hui ou peut-être demain, pour ce qui est des grandes tendances. Donc, en attendant justement ces grandes tendances, quel est l'état d'esprit des uns et des autres? En attendant ces grandes tendances, que sait-on, que ne sait-on pas concrètement? Laurent Roland Tonekes, on va parler de tout cela au détour donc de l'actu décalé de ce jour. Vous pourrez nous appeler, amis téléspectateurs, au 96 76 68 68, justement pour partager avec nous eh bien, vos états d'esprit. Laurent Roland Tonekes, s'il me plaît, hein, qu'on démarre donc l'actu décalé de ce jour par eh bien, cet élément qui donne à savoir, disons, la déclaration des missions d'observation de la CEDEAO, on va dire après les législatives du 8 janvier dernier. On suit l'élément pour avoir une idée de la déclaration de ces missions d'observation et on revient après. Le démarrage des opérations dans la plupart des postes de vote s'est effectué entre 7 et 8 heures sur toute l'étendue du territoire, à l'exception de postes de vote 1078 du centre de vote de Abondiedo dans l'arrondissement de Saint-Rite à Cotonou, qui a ouvert au-delà de 8h15 et en quantité suffisante de matériel électoral dans 98% des postes de vote visités à l'ouverture. La présence effective des représentants des partis politiques dans tous les postes de vote visités. Une présence visible et non obstructive des forces de sécurité dans les environs des postes de vote visités. La maîtrise de façon générale des procédures de vote et le professionnalisme démontré par les agents électoraux. La faible mobilisation des électeurs à l'ouverture des postes de vote avec une sensible amélioration tout au long de la journée. La présence des observateurs de la Commission nationale électorale, CNE, de Venezuela à Abomey et Ouida, et des observateurs nationaux, notamment le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix au Bénin, OANEM Bénin, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, la Cour constitutionnelle, la Fondation Potier et la Commission des droits de l'homme du Bénin. Le déploiement et des comptes de suffrage se sont généralement bien déroulés en présence des électeurs dans les zones observées conformément aux dispositions du code électoral et des textes subséquents. Par endroit, les détenteurs de récépissé du recensement administratif initial à vocation d'identification de la population n'ont pas été autorisés à voter. La difficulté de localisation exacte de certains postes de vote, l'affichage tardif des listes électorales dans certains postes de vote à l'ouverture, la difficulté d'accès à certains postes de vote aux personnes à mobilité réduite. En dépit de ces insuffisances enregistrées, la mission se réjouit des bonnes conditions de l'organisation du scrutin sur l'étendue du territoire béninois. En conclusion, je déclare que les élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin se sont déroulées globalement conformément aux tests et la loi de la République du Bénin et au protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et bonne gouvernance. Le chef de la mission d'observation de la CEDEAO, Raimundo Pereira,
qui, à l'instant, lisait la déclaration de la dite mission par rapport aux législatives du 8 janvier 2023 en République du Bénin. Laurent Roland Toninquès, nonobstant quelques couacs, oui, la mission, on va dire, déclare son satisfecit au gouvernement. Oui, je crois que quand on fait la somme dans l'ensemble, par rapport aux années antérieures et par rapport aux élections antérieures, on peut se réjouir de ce que dans l'ensemble tout s'est bien déroulé. En dehors des quelques couacs observés ça et là, bien évidemment, les tentatives de bourrage d'une, les tentatives de trafic d'influence, les actes de corruption le jour de vote pour amener des gens à aller voter. Moi, j'ai surpris un jeune devant une école à Godomé que je ne citerai pas, mais qui avait un logo de parti en main qui donnait le vote qui donnait des instructions à des gens pour qu'on aille voter pour ce parti. Je l'ai dit sur ce plateau, ce vieux qui déchirait le procès verbal du dépouillement devant une salle de casse au sujet de Nokoué. Ce que je dis, c'est avec image à l'appui, puisqu'on a pu prendre. Finalement, on l'a sermonné, il a dû recoller. Donc, en dehors de ça, il y a un certain nombre de choses qu'on a pu voir aussi, dans d'autres localités. Moi, j'avais fait l'option de faire le tour un peu pour voir ce qui se passait. Et donc, au-delà de ces irrégularités qu'on peut observer ça et là, c'est qu'on peut se réjouir que tout se soit passé dans la paix, dans le calme, et qu'on peut se réjouir, ce que je l'ai dit tout à l'heure, que tout soit mis à la discussion de la Sénat et que la Sénat puisse en retour donner les moyens. D'ailleurs, la mission d'observation de la CEDEAO a reconnu que 98%, dans 98% des bureaux de vote, tout était donné dans une certaine mesure. Donc, je crois que c'est un satisfait. On ne peut que se réjouir de ce que, oui, en 2023, l'élection s'est bien organisée, au-delà de tout. Puisqu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, c'est normal qu'on observe de telles situations, c'est quoi que parfois. D'accord. Évidemment, la mission d'observation de la CEDEAO, qui n'était pas seule sur le terrain, les organisations de la société civile étaient également donc, sur le terrain. La plateforme, justement, des OSC a aussi, on va dire, s'est livrée au même exercice que la mission d'observation de la CEDEAO. Je propose qu'on suive ici Joël Ataï Guédegbe, membre de la dite plateforme, qui lit la déclaration de cette plateforme. On revient derrière. Dans sa mission d'appui au processus électoral, la plateforme électorale a mobilisé 714 observateurs, faut-il le rappeler, statistiquement déployés et fixés du début jusqu'à la fin du scrutin dans 714 postes de vote répartis dans tous les 546 arrondissements du pays. Et un tel déploiement devant assurer des estimations d'une précision de 5%, nous a permis d'observer, après 2 heures de vote, soit à 9 heures le jour du scrutin, un faible taux de participation. Ce constat a motivé, dans la déclaration de 11 heures du jour du scrutin, un encouragement des populations à aller accomplir leur devoir civique. Et après 7 heures de vote, soit à 14 heures hier, l'analyse des données collectées a permis de noter une amélioration de la participation des citoyens au scrutin, comme évoqué dans la déclaration de 18 heures hier, c'est-à-dire le jour du scrutin. Par la suite, au dépouillement des données recueillies, au total des 714 observateurs, 675 ont pu effectivement rapporter les données provisoires finalisées et affichées à leur poste de vote respectif. Ces données ont porté sur un total de 105 289 votants pour 234 280 électeurs inscrits sur la liste électorale de ces 675 postes de vote observés et rapportés.
Il ne s'agit que de ça, ce qui donne une estimation de 44,94% de participation découlant de l'observation directe de ces 675 postes de vote rapportés. En aucun cas, je le répète, en aucun cas, ce chiffre ne peut être considéré comme officiel. Seule la Sénat et la Cour constitutionnelle en ont les prérogatives. La plateforme donc, des OSC qui, à l'instant, faisait aussi cas de ce qu'elle a pu observer sur le terrain. Alors, on retient entre autres que le taux de participation, Laurent Roland-Tonenquès, aura été, selon les dires évidemment de Joseph Ataï-Guélégbé, qui précise que cela ne saurait être des chiffres, on va dire, officiels. On tourne autour de 44%. Oui, je crois que quand on regarde le taux de participation, on est peut-être loin de ce qu'on pouvait imaginer. Pour espérer, bien évidemment. Mais toujours est-il que par rapport au taux de participation en polémique de 2019, il y a une avancée. Il y a une avancée notoire parce qu'en fait, qu'ils vous souviennent que c'était 27% pour la Sénat, mais à polémique 15%, 10% pour certaines personnes, certaines personnalités politiques. Donc aujourd'hui, si on en arrive à voir que le taux de participation est proche de 50%, on peut se réjouir de ce que peu ou pour les Béninois sont sortis. Mais il faut rappeler que si le taux de participation a été élevé comme ça, il faut peut-être faire un clin d'œil vers les localités loin de Cotonou, où les gens sont sortis pour aller voter. Mais dans les grandes villes, notamment quand on prend Cotonou, avec le taux de participation qu'on a pu avoir, si on devait utiliser cette taux, là, on n'atteindra pas les 48% ou 49%. Donc, il y a matière à travailler dans les grandes villes, donner davantage confiance aux populations, qu'elles comprennent que leur choix est très important. Alors, en attendant les grandes tendances de la Sénat qui devraient tomber aujourd'hui ou peut-être demain, Laurent Roland-Tonenquès. C'est annoncé pour être aujourd'hui, mais on attend toujours. On attend toujours. Qu'est-ce qu'on sait concrètement de ces tendances, des chiffres? Alors, première chose que je vais peut-être dire, ça va peut-être choquer les gens ce matin, je crois que des gens qui se sentent un peu ou peu proches du pouvoir en place se permettent d'avancer les chiffres n'importe comment en attribuant un certain nombre de députés à tel courant politique ou telle formation politique, alors qu'en réalité, c'est interdit par la loi, que les chiffres doivent être donnés et les tendances doivent être données par la Commission électorale nationale, lesquelles tendances seront confirmées ou infirmées par la proportionnelle. Mais quand on en arrive à voir les journalistes prendre la parole, j'ai suivi une vidéo assez écœurante hier soir d'un journaliste, et c'est ce que je dis, c'est-à-dire que des gens qui ont été par le passé des modèles pour nous, des pionniers pour nous, qui aujourd'hui malheureusement sont tombés très bas et très très bas, j'allais dire, et c'est moi qui le dis, je l'assume, dire publiquement à la télé que telle formation est première, que telle formation est deuxième, et telle formation... D'ailleurs, même sur la question, il n'a pas été assez convaincant parce qu'il dit le deuxième, premier, deuxième, troisième. Et puis pire encore, ce qui choque, c'est qu'il dit avoir tenu compte des résultats sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai que c'est extrait, en fait, comme qui dirait cette partie du film fait tiquer. Mais est-ce que justement le devoir d'information qui incombe aux journalistes ne peut justifier le fait que on avance, on ne va pas dire des chiffres forcément, parce que là il ne s'agit pas de chiffres, il s'agit d'estimation. Vous pensez que moi qui vous parle là, il ne s'agit pas de dire que tel parti a obtenu tel nombre de députés. On fait des estimations. Mais écoutez, quand vous pensez que tel arrive en premier, tel arrive en deuxième. Vous pensez que je n'ai pas de chiffres? Non, mais c'est assez grave. Même dans la vidéo, il prend la peine de préciser que c'est sous réserve évidemment. Donc, mais écoutez, tout ça, le fait de dire tout ça, le fait de dire tout ça, et de dire ce qui est sous réserve là, mais ça peut être un ballon d'essai. Ça peut être une mission bien accomplie. Mais puisque la loi dit... Est-ce que justement le journaliste n'est pas fondé à informer écoutez, vous n'avez pas les chiffres?
Oui, Vous en avez parlé depuis le lundi? chacun fait ce qu'il veut. Mais chacun ne fait pas ce qu'il veut, bien évidemment. Quand la loi interdit quelque chose, on se doit de respecter. Et les règles de déontologie nous l'imposent dans une certaine mesure. Chacun ne peut pas continuer à faire ce qu'il veut dans la presse béninoise. Ce que les journalistes écrivent n'importe comment, parce qu'ils sont à la solde de tel ou tel camp politique, ce n'est pas bien pour notre corporation. À un moment donné, mettons-nous au-dessus de la mêlée. C'est très important. On me dira que oui, peut-être que moi j'ai tort de dire ça. Oui, j'ai tort de dire ça, c'est tout moi ça. Mais je pense que la plateforme Allez-y. qui étaient des modèles pour nous, doivent pouvoir faire l'effort de se mettre au-dessus de la mêlée. C'est très important ce dont nous parlons. Il faut préciser, comme je l'ai dit, hein, je pense avant-hier en plateau, les résultats ne sont pas donnés par les réseaux sociaux, ni sur les réseaux sociaux. Donc, bien évidemment. Faisons très attention à cela. C'est en cela, je dis que oui, cette partie du film-là, voilà, dans l'extrait dont vous parlez, est un peu choquante, mais bon, passons. Est-ce qu'on peut aussi, en attendant donc ces grandes tendances, rappeler le nombre de sièges qu'on aura donc au Parlement Oui, il faut pour ce qui est de dire la 9e législature et de comment plus ou moins les sièges seront répartis? Il faut préciser que pour cette législature, il y aura 109 députés à l'Assemblée nationale. Et pour les 109 députés qui seront à l'Assemblée nationale, il y a 24 postes d'office réservés aux femmes. Et comment? C'est-à-dire que dans chaque circonscription électorale, il y a un certain nombre d'élus candidats, il y a un poste réservé pour la femme. Cela suppose que quoi? Même si au niveau, si vous avez, je prends par exemple la commune, la 6e circonscription électorale, c'est 8 sièges. Et donc, il y a 7 candidatures, et en dehors de ça, il y a le poste réservé à la femme. Et là, c'est rien que deux femmes, une femme titulaire et une femme suppléante. Alors, dès qu'une formation politique, je prends à tout hasard, on annonce 3 formations politiques qui seront en tête, les 2 blocs du pouvoir en place, de la mouvance et les démocrates, je ne donnerai pas d'ordre. Et je ne citerai pas pour qu'on me dise que je donne un ordre, bien évidemment. Et donc, quand on regarde les 3 formations-là qui certainement se partageront les 109 députés, dans chaque circonscription électorale, la formation qui en arrive à avoir la majorité dans cette circonscription électorale, pas d'office avec le poste de la femme. Et donc, quand on regarde un peu, si par exemple, c'est une formation politique A qui est tête de liste, et que la seconde politique B est 2e, et que la formation C est 3e, on tient compte des résultats. C'est-à-dire qu'on tient compte à partir des quotients, bien évidemment, pour voir en calculant chaque fois. J'ai vu un calcul circuler facilement. Voilà, donc, quand on fait la somme, la première formation politique qui a déjà le nombre de suffrages qui dépasse les autres, et en termes du quotient, pas d'office avec le poste de la femme. Donc, c'est pour ça que pour cette législature, quoi qu'on fasse, quels qu'en soient les calculs, on aura 24 femmes rigoureusement à l'Assemblée nationale, tout au moins. Au minimum de 24 femmes. Oui, donc, sinon que dans certaines localités où des femmes ont été tête de liste, je prends par exemple dans la 6e ici, une femme, je crois, elle doit être tête de liste pour les démocrates, puisque malheureusement, voilà une liste pour laquelle les gens ont voté sans savoir qui est titulaire, qui est deuxième titulaire, premier titulaire. Les identités des candidats. Voilà, donc quand on prend ça, le BD est formidable. Voilà, donc du coup, certaines listes qui ont formé des femmes, par exemple Chantal Aïe, dans la 16e qui était de liste pour le bloc républicain, bien évidemment, si le bloc républicain en arrive à avoir un député à l'Assemblée nationale, c'est que dans la 16e, c'est elle qui part. Maintenant, si sa formation avait la majorité, non. Malheureusement, sa formation n'aura pas la majorité au vu de ce qu'on a pu avoir comme chiffre. Non, c'est-à-dire qu'on aura au moins 2 femmes qui représenteront la 16e circonscription électorale. Évidemment, parce que la formation qui s'en sortira avec le nombre, le fort taux, bien évidemment, cette formation sera d'office avec une femme, mais elle qui était de liste du bloc républicain, si sa formation arrive à lui gracier sa place à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y aura au moins 2 femmes dans la 16e qui seront à l'Assemblée nationale. Donc ça ferait 25 déjà. Quand on va dans la 15e, c'est pareil. Si Médégan Fagla arrivait à s'en sortir, encore que là, c'est des questions à se poser. Si elle arrive à s'en sortir, elle peut aussi se retrouver à l'Assemblée. Donc, plus les 24, on peut avoir 2 femmes, bien évidemment. D'accord. Mais je toujours dit qu'on a d'office déjà 24 femmes qui doivent siéger à l'Assemblée nationale. D'accord. Dans quel état d'esprit est-ce qu'on se trouve justement à quelques heures peut-être disons, de la déclaration de la Sénat pour ce qui est des grandes tendances des législatives du 8 janvier 2023?
Les interventions des uns et des autres sont attendues maintenant au travers du 96, 76, 68, 68. 96, 76, 68, 68. Chers amis, comment vivez-vous donc cette attente? Venez partager cela avec nous. Il y a un quotidien d'ailleurs qui en parle ce matin. Je vais essayer de retrouver la une très rapidement. Voilà, il s'agit du quotidien Info Matin qui a titré « Proclamation des résultats du scrutin du 8 janvier. Un sentiment de suspense haletant à nouveau retrouvé ». Oui, je crois que... Oui, c'est un sentiment de suspense. Mais à nouveau retrouvé. Oui. C'est pour dire que oui, par le passé, oui, il n'y avait plus réellement de suspense. Oui, non, oui. Cette fois-ci, il y a un suspense, oui, je suis d'accord. Parce qu'en 2019, il n'y avait pas de suspense. On savait que les 83 députés seront partagés. C'était un match amical. C'était un match amical. Est-ce que c'est match amical même? C'est un match fraternel, je suis tenté de dire. Et puis après, en 2020, on a vu qu'il n'y avait pas aussi pour autant d'enjeux. Parce qu'il y a l'autre parti pour que j'appelle toujours faire valoir, qui était dans la danse, et souvent le rôle de l'opposition. Et qui avait réussi à gagner quelques voix pour avoir des députés, d'ailleurs même, ou des maires, pardon. D'ailleurs même, quand vous regardez bien, et c'est pour ça que je disais toujours que cette formation n'avait pas long feu à faire sur l'échiquier politique, parce que quand vous regardez la présence du parti FCBE à l'époque, s'ils ont pu avoir les élus, combien d'élus ont-ils eu dans la partie méridionale du Bénin? Vous allez voir que c'est dans la partie septentrionale que les gens, étant toujours attachés à un certain Boniaï à version Corée, sont allés certainement voter avec certains fils du terroir qui étaient toujours influents dans leur localité. Et puis ils ont pu réussir à avoir les sept communes qui finalement, une leur a été arrachée à ces 6, bien évidemment. Et le chef de file d'opposition, qui était chef à l'époque de ce parti, n'a pas réussi même à se faire élire chez lui. Et donc, ça se dessinait déjà. Et donc, voilà. Et en 2021, pas de suspense pour autant, parce que qui étaient les candidats en face de Patrice Talon? La même personne qui, pour moi, je le dis une fois encore, fait valoir, et les autres qui sont une candidature fantôme, sortie de nulle part, qu'on a pu voir, et qui n'ont pas, et qui n'avaient... Non, mais face à Patrice Talon, les deux ne pouvaient rien faire. Peut-on appeler comment peut-on traiter de fantômes des êtres humains? Mais écoutez, j'ai dit candidature, je n'ai pas dit ils sont fantômes. J'ai dit candidature fantôme. Donc, et la preuve, ceux qui ont incarné cette candidature fantôme, on a vu où ils sont aujourd'hui. Ce que je disais. Où ils ont fini par atterrir. Ouais, on me traitait de tous les noms, mais aujourd'hui, je crois que certains qui ont la bonne conscience, la bonne foi, me diront, mais quand même, tu as raison, bien évidemment. Parce que tu n'avais pas dit n'importe quoi, parce que finalement, ils ont jeté les masques, ils nous ont montré qui ils sont véritablement. On peut changer son fusil d'épaule en cours de route. Pas de cette 96, 76, 68, 68, 96, 76, 68, 68, chers amis. En attendant les grandes tendances de la Sénat qui devraient tomber aujourd'hui, ou peut-être demain. Dans quel état d'esprit est-ce qu'on se trouve? Comment est-ce qu'on vit cette attente? C'est le 96, 76, 68, 68 pour venir justement partager cela avec nous en plateau. C'est l'actu décalé donc sur Matin d'Éden. Quel est votre état d'esprit, Laurent Roland-Antonin Nkes? État d'esprit dans quel sens? Dans lequel vous vous trouvez en ce moment? Écoutez, je ne suis pas membre... Dans l'attente. Je ne suis pas membre... Bien que n'étant pas candidat. Je ne suis pas candidat, je suis pas membre d'un parti politique. Mon état d'esprit, c'est peut-être de voir que la Sénat donne des chiffres issus des urnes pour rassurer les Béninois. Parce que je dis une chose terre à terre. Avez-vous des craintes en la matière? J'ai des craintes en la matière parce que quand vous regardez la panoplie de publications faites par un certain nombre de jeunes à qui peut-être proche... Oui, bonjour monsieur. Bonjour, bienvenue monsieur. Bonjour. Merci de vous présenter. Bien sûr. Oui, on vous suit très bien. Oui, c'est Moudjibou Alpha Salimou. Pardon? C'est Moudjibou Alpha Salimou. D'accord. Monsieur Salimou, vous nous appelez d'où? Je vais Salimou. Moudjibou. Samidou. Samidou, d'accord. Vous appelez d'où? Samimou. En Saminou. Taminou. Alpha, oui. Tamimou. Ok, Alpha Tamimou. Vous appelez d'où? Oui. Alpha. Depuis Parakou. De Parakou, d'accord. On vous écoute, Alpha. Oui. D'accord, merci beaucoup. Je remercie le plateau. Je remercie également les deux journalistes. Merci. Et que c'est une satisfaction que je lance d'abord à Dieu. D'accord. Et satisfaction au gouvernement avec son président, M. Patrice Talon. Oui. Parce qu'ils nous ont permis de participer aux élections. Oui. Que les Béninois avaient soif
depuis un bon moment. Donc ils avaient soif, Nous oui. sommes actuellement au rendez-vous. Donc, notre attente, c'est que la Sénat puisse, d'une manière ou d'une autre, être honnête envers soi-même et envers le peuple. D'accord. Et également la Cour constitutionnelle. D'accord, merci beaucoup. Parce que c'est le carrefour de tout ce qui se passe au pays. Bien sûr, bien sûr. Comme l'avait dit l'autre, après Dieu, c'est eux aujourd'hui. D'accord. Et notre sort se trouve dans leur main. Je vous remercie beaucoup. Merci et Merci bonne beaucoup, journée à vous. Alpha. Bonne suite de journée à vous à Parakou. Salut tout Parakou à l'écoute en ce Alors, moment. je pense sincèrement qu'aujourd'hui, la réalité des unes, Oui. donner la réalité des chiffres des unes, serait rendre service à Patrice Talon. Parce que toute manœuvre qui tendrait à arranger les choses pour certaines personnes ne leur ferait pas du bien. On reçoit notre intervenant. Bonjour, bienvenue. Allô? Oui, Merci de vous bonjour. présenter. Il est parti. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, des gens ont voté pour une liste dans des localités dont ils n'ont même pas vu les candidats. Bien sûr. Si ça se passe comme ça, et que vous ne donnez pas la réalité des chiffres pour vous conformer à ce que veulent les Béninois, en changeant votre stratégie de gouvernance, en changeant un certain nombre de choses, et que vous entendez d'inverser les choses, c'est que ça peut vous rattraper en université. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Adissé. Bonjour. Michel, c'est lui. Oui, c'est lui, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est vrai. On vous écoute. On vous écoute, monsieur Anissé Michel. D'accord. On doit pas nommer. Merci. Donc, à Congo, pour faire ta bouillon ensemble. Pour le monde de Gontalo, à Coino et à Coino, si on me le fait pour coup constitutionnel. La Sénat déjà. Mais quand ça veut dire que ne vont pas. Et on, Amen. Donc, on a ça, on va être d'accord. et on a Tchanmi. Et on a tiré, mais il y a Merci, Ah, comme si, en monsieur fait, Anissé Il dit qu'il Michel. remercie que en fait, cette élection a été pacifique, en tout cas depuis que Patrice Talon est là, bien évidemment. Et il dit qu'on attend la Sénat et la Cour constitutionnelle, qu'il faut que tout se fasse dans la paix, dans certaines mesures. D'accord. Donc je disais, J'aurais voulu qu'il nous donne des nouvelles de son ami. mais bon. ah, d'accord, ce soir, attendons les Bonjour. chiffres. Attendons les chiffres, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Nous allons allons bien. bien. Vous veuillez vous présenter et dites-nous d'où vous nous appelez. Ici, c'est M. Bewa, dans le Ok. Monsieur Rigobert, de retour à Glodjibé ou toujours à Porto Novo? Ah oui, je vais à Gobide. D'accord. Veuillez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. On vous écoute. Allô, je suis à Gobide. Oui, D'accord. allez-y, nous On vous on suivons. vous écoute. Ah, Aladi, toi, tu ne peux même pas amener le nom de ton frère. Tu as Aladi et tout à Allez à l'essentiel, s'il vous plaît, monsieur Rigobert. Le nom de l'autre Aladi. Monsieur Rigobert, Monsieur allez à Rigobert, l'essentiel, allez à s'il l'essentiel. vous plaît. Il y a d'autres personnes qui sont en ligne. Oui, donc, pour cette élection, vraiment, on ne cessera jamais de remercier le peuple béninois pour son calme, pour la paix que nous avons vraiment retrouvé, je veux dire, parce que pour les élections passées, ça n'a pas été ainsi. En dehors de ça, pour les résultats, nous prions, et je sais qu'ils ne vont pas faire le contraire. Et la Cour constitutionnelle nationale dit exactement ce qui est dit dans les yeux. Maintenant, pour ceux qui, pour eux, c'est arrivé, ils ont travaillé, ils sont en train de crier vainqueur. Hein? Ils n'ont qu'à se faire d'abord. Pour que les résultats viennent. Ceux qui vont dire les résultats n'ont qu'à dire d'abord avant que les autres ne reviennent maintenant dire ce qu'ils pensent. Je ne voudrais pas que tout ce qu'on a fait juste là maintenant, ils vont prendre quelques minutes pour tout casser. Non. Bon. Donc, il faut que tout le monde se calme. Et qu'il soit maintenant, je sais que quelque chose va arriver. Et nous allons tous acclamer. Et que les perdants reconnaissent l'échec. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Rigobert, bonne suite de journée à vous à Golo, J, P. Merci à tous ceux qui nous suivent d'ailleurs
Agolo Djigbe. Retour en plateau, Roland Antonin Kess, oui, des publications sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, certains partis politiques, comme l'ont dit les quotidiens ce matin, enfin certains quotidiens, oui, il y a une guerre psychologique aussi. Oui, c'est une guerre psychologique pour amener les Béninois. Oui, amener les Béninois à accepter. De son côté, prépare. Il y a une guerre psychologique que ce soit du côté des opposants de la mouvance, pour que les Béninois puissent accepter, soit ou accompagner tel ou tel camp dans ses revendications plus tard. Mais ce que je dis, c'est que donner la réalité des chiffres cette année, ça arrangerait Patrice Talon parce qu'il connaîtrait le vrai visage de ceux qui l'entourent, bien évidemment. Et puis, dans une certaine mesure, ça lui permettra de reconstituer sa majorité. Je n'ai de cesse de le répéter ici, pour dire que si des gens ont été capables d'aller voter pour une liste dont ils n'ont pas vu les candidats, ça veut dire qu'en 2026, si vous faites l'erreur d'inverser les chiffres, c'est que vous pourrez connaître la surprise la plus désagréable de votre vie en 2026. Parce que cette fois-ci, les gens diront, mais finalement, essayons d'en découdre finalement avec eux. Il vaut mieux accepter la réalité aujourd'hui, faire face à la réalité, permettre à ceux-là qui se soutiennent depuis des années, qui n'ont pas réussi à faire grand-chose autour de vous et qui ne vous arrangent pas, en parlant d'élections dans une certaine mesure, et repartir sur de nouvelles bases. Ce serait se rendre soi-même service. De toute façon, la Commission électorale nationale, elle est autonome. Bien évidemment. Ce n'est pas pour rien qu'elle est autonome. Et la Cour constitutionnelle... Qui devra faire preuve d'autonomie, c'est de nous montrer qu'elle est indépendante. D'impartialité. Bien évidemment. La Cour constitutionnelle également. Aussi, en tant que, justement, grande institution, garante de la constitutionnalité des élections, saura faire l'essentiel pour que, justement, l'essentiel, qui est la paix, donc, soit préservé au Bénin. Merci à vous. C'est moi. Roland Antonin Kess. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis, de nous avoir appelé Alpha qui nous a appelé le Paraco, Anissé Michel de Locosa, M. Rigobert de Agolo Djigbe et tous les autres qui ont tenté la nuit et qui ne l'ont peut-être pas eu. Rendez-vous demain en plateau pour un numéro encore plus plaisant de Matin d'Éden. Bonne suite de journée à chacun et à tous.